Le secteur de la téléphonie déclenche un mouvement de débrayage dès ce lundi 12 juillet. La FESATEL demande aux travailleurs de rester à la maison dès ce lundi 12 juillet 2021. Les syndicalistes dénoncent l'arrêté 457 du ministère des Télécoms. Ismaël Condé retourne en prison. Il a été condamné à 3 ans 4 mois pour offense contre Alpha Condé. Le vice-maire de Matam était également poursuivi pour escroquerie. C'est tout pour les titres. À tout de suite pour les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Poursuivi pour offense à la personne du président Alpha Condé, Ismaël Condé a été condamné à 3 ans 4 mois de prison ferme par le tribunal de Mafanko ce jeudi matin. Le vice-maire de Matam était également accusé d'escroquerie avec le maire Seydou Bassako dans une passation de marché. Reportage en Soubaï le Baldé. 2 affaires judiciaires concernaient Ismaël Condé au TPI de Mafanko. Dans le premier dossier, il était poursuivi avec le maire de la commune de Matam, Seydou Bassako, pour escroquerie. Sur ces infractions, les 2 accusés ont été renvoyés des fins de la poursuite par la juge Djenabou Dongol Diallo. Les faits pour lesquels ils sont poursuivis ne sont pas établis, a décidé le tribunal. Dans le second dossier, Ismaël Condé est poursuivi pour offense à la personne du président de la République. Il a donc été reconnu coupable par le tribunal. Pour la répression, la juge Djenabou Dongol Diallo l'a condamné à un emprisonnement ferme de 3 ans 4 mois et au paiement de 30 millions de francs guinéens comme amende. M. Ismaël Condé ne mérite pas ce qui lui arrive. Mais on veut se servir coûte que coûte de la justice et pour des raisons purement politiques pour le maintenir en prison. Il vient d'être condamné à 3 ans, 2 mois, 4 mois, 3 ans, 4 mois. Nous prenons acte et 30 millions. Cette sanction est exagérée. Nous prenons acte, nous relevons appel contre la décision et nous utiliserons d'autres moyens pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa remise en liberté. Il est à son 10e mois d'emprisonnement. Pour les infractions retenues contre lui, Ismaël Condé a présenté des excuses à l'endroit du chef de l'État. Je ne suis pas un homme qui utilise les injures et les offenses pour faire passer ses idées. Surtout que mon opposition avec le président de la République ne se situe pas au niveau de sa personne physique. Ce qui m'oppose aujourd'hui à lui, ce sont des principes et des valeurs démocratiques auxquels nous avons tous souscrit dans un passé récent. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lancer un message au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, si par mes publications sur les réseaux sociaux, il est arrivé que je vous ai offensé, injurié, sachez que ce n'était nullement pas l'expression d'une volonté manifestée. Je me repens. De ce fait, mettez ça dans le cadre d'une faute de jeunesse. Je me repens en vous présentant mes sincères excuses pour ces injures et les offenses. Pour la suite de la procédure, je me remets à la décision de mes avocats pour donner une suite à ce procès qui devient quand même hautement politique. Sur la condamnation par le tribunal de première instance de Mafanko, l'avocat Maître Salif Biavogui a relevé appel de la décision rendue. La mère d'Ismaël Condé s'est exprimée au micro d'Onsoubaï le Baldé après la condamnation de son fils. Suivez. Ismaël na brasta ana flam solidi ana kalifa kani ka kani amani politique la de akoko atem wasife kwa yalifa kwandele fe afa koko atem wasife kwa yalifa kwandele fe nefuna konkonta wasife kwa yalifa kwandele fe nanu dembila le roldro ne konko alifa kwande yenden kwasi bonsa ne nebula yenden kwasi ay ba yenden duma ndembra gwati menki abulo ni ngilita wala ayera dene adena ayedunya alanye kadunya alala kilanye kalliya sulama yaye ka andembla ankera fele alfa na tolatre Niger kan londoro alko sara sara alfa tamto nyalo ko ilana dala mbrana ti atulu labo ka sigala mboru manto na rakana ngbati ka wansien lo ti atulu fara kan semina ka begin nse ngo sumara makale
Ismail mene kanela wa maka jabi sura ila minara na makini nduma da bulu kodo ma se bode bulu kodo ma faide bulu kodo fotroya alfa ya dinyenye aya japama aya nembla ala ya nabi mbrase mbanya gele ya le la side ba su ba ila bramina ka wambo la si mali yenso ko alfa ya dinyade aya baraka dembla sumaila la wori le kanela wa maka pembe arabe la don kabona. Le délibéré dans le dossier du prédicateur Ismaël Nafo Diaby est tombé ce jeudi matin devant la chambre administrative de la Cour suprême. Le précurseur de la religion Guéré-Kolobaya a été débouté dans sa requête de suspension de la décision du secrétariat général des affaires religieuses. Désormais, son avocat se tourne vers la juridiction de la CEDEAO. Suivez. La Cour suprême a débouté le prédicateur Ismaël Nafo Diaby dans sa requête à la chambre administrative de cette juridiction. Une requête dans laquelle il avait sollicité de la Cour suprême de suspendre la décision du secrétariat général des affaires religieuses lui interdisant de parler au nom de l'islam en République de Guinée. Sur la forme, la Cour a jugé recevable et a rejeté le fond de la requête. L'avocat de Nafo Diaby, Maître Salifou Biavogui, s'est exprimé. Désormais, il est clairement établi que les juridictions guinéennes, de la première instance à la Cour suprême où nous nous trouvons maintenant, ne peuvent dire le droit dans cette affaire. Ça, c'est désormais clair. Il n'y a plus à se tromper que la justice guinéenne n'a pas le courage et ne dira plus jamais le droit dans l'affaire de M. Ismaël Nafo Diaby, qui est dans ses droits de prêcher sa foi religieuse dans la langue qu'il maîtrise le mieux. L'avocat a annoncé la saisie de la justice de la CEDEAO pour que son client soit rétabli dans ses droits, dit-il. Mais c'est désormais clair que dans cette affaire, la justice guinéenne ne dira plus jamais le droit. Et conséquemment, à la sortie de cette audience, des dispositions seront prises pour saisir la Cour de la CEDEAO. Nous n'avons plus d'autre alternative que d'aller à la Cour de la CEDEAO. Peut-être là-bas, le droit sera dit et cette décision va s'imposer sur la Guinée et mon client aura la paix du cœur. Le président audiencier de la Cour suprême a annoncé sur place l'ouverture des débats au fond du dossier dès la semaine prochaine. L'avocat Maître Salifou Biavogui n'a plus d'espoir, comme il explique. C'est déjà un signe prémonitoire. Le fait que cette requête ait été rejetée, alors qu'elle n'était pas rejetable, qu'elle est bien fondée, nous avons donné tous les arguments. Au moment où je vous parle, mon client est en prison sur la base de cette décision. Et il faut désormais se rassurer que le front aussi ne va pas prospérer. C'est automatique. C'est le manque de volonté de dire le droit. Mais le tribunal de l'histoire dira le droit un jour. Je vous l'annonçais dans les titres. Le principal syndicat des télécommunications, FESATEL, demande aux travailleurs du secteur de la téléphonie de rester à la maison à compter du lundi 12 juillet. La FESATEL dénonce une volonté de l'État de procéder à une surtaxation sur les opérations de téléphonie. Les syndicalistes craignent que l'arrêté 457 du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique n'occasionne des licenciement de plusieurs employés, voire même la fermeture des entreprises évoluant dans ce domaine. Le reportage de Mamadou Tanouba est rendu au studio par Tamadi Alino. Suivez. La Fédération syndicale autonome des télécommunications, FESATEL, appelle les travailleurs des sociétés de téléphonie de rester à la maison à partir du lundi 12 juillet. Les syndicalistes exigent l'annulation de l'arrêté 457 du ministère des Postes et Télécommunications et la mise en place d'un comité tripartite pour statuer sur la question de la pression fiscale. La FESATEL, Fédération syndicale autonome des télécommunications et assimilée, appelle tous les travailleurs et travailleuses affiliés à cesser le travail
à compter du lundi 12 juillet 2021 jusqu'à la satisfaction des points suivants. Premièrement, l'annulation pure et simple de l'arrêté 457 du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Deuxièmement, la mise en place d'un comité tripartite composé de l'État, du patronat et des partenaires sociaux, FESATEL, pour statuer sur la question de la pression fiscale du secteur en République de Guinée. Tous les salariés sont appelés à rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. L'arrêté 457 est vu par les patrons des sociétés de téléphonie et le syndicat comme une éventuelle surtaxation qui pourrait occasionner des pertes d'emplois dans ce secteur. Nous dénonçons la surtaxation. La surtaxation, parce que vous savez, il y a deux volets. Il y a la surtaxe qui est imputée au client et il y a la surtaxe qui est imputée à l'entreprise. Mais derrière, si cette surtaxe est mise en place, c'est nous les travailleurs de ces sociétés de télécommunications qui allons subir nos avantages, notre salaire. Aujourd'hui, l'employeur n'est pas obligé de payer un 13e mois. Il n'est pas obligé de payer des primes exceptionnelles. Et le peu que nous avons, si aujourd'hui, ceux qui doivent garantir notre emploi viennent piétiner cela, je pense qu'il ne faudrait pas que nous assuyions pour laisser cela se passer. Le secrétaire général de la FESATEL a donné le montant payé comme taxes et redevances par les patrons de téléphonie en 2020. En 2020, nous avons payé dans les caisses de l'État, je vous dis bien dans les caisses de l'État, plus de 3 000 milliards comme taxes et redevances. Si une solution rapide n'est pas trouvée à cette situation, le secteur de la téléphonie risque de connaître les perturbations. Le secrétaire général de la FESATEL a été interrogé sur l'augmentation du tarif des appels téléphoniques à la minute. Abdoulaye Barry se pose la question de savoir si l'Union des consommateurs a été associée à cette augmentation. Suivez. Est-ce que la FESATEL a été consultée pour l'augmentation de la TCT? D'abord, la TCT, c'est taxe sur la communication téléphonique. Cette taxe, c'est une taxe aujourd'hui qui est légale, mais qui n'est pas dans les normes, il faut le dire. La TCT, elle est légale, pourquoi? Parce que c'est une loi qui est votée, qui est passée par l'Assemblée et que les élus du peuple ont voté cela. Donc, c'est une taxe qui est légale aujourd'hui en Guinée, mais dans les normes de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, c'est pas normal. Bon, ça, comme que ça va quitter directement dans la poche de nous les consommateurs ici. C'est dans la poche directement des consommateurs. Donc je ne vois pas en quoi aujourd'hui on peut consulter la FESATEL. Nous ne dépendons pas des consommateurs. Il y a aujourd'hui l'association des consommateurs. Il y a l'union des consommateurs. Donc moi je renvoie cette question à l'association et à l'union des consommateurs. Est-ce qu'ils ont été consultés? Je vous remercie. Restons avec les acteurs sociaux pour parler cette fois-ci des préparatifs des examens nationaux. Le secrétaire général du SNE est l'invité de l'émission Café Débat de ce jeudi. Il a donné des raisons de l'ordre inversé dans l'organisation des examens de fin d'année. Suivez. Cette année, le choix a été porté sur l'inversion de l'ordre des examens en priorisant l'examen du baccalauréat, parce qu'en priorisant l'examen du baccalauréat, ça permettra au ministère, à tous les acteurs, à nous tous partenaires sociaux, de mettre toutes nos énergies, toutes nos concentrations, toutes nos attentions dès le départ. Donc ça tue toutes les velléités de fraude, et la machinerie de la fraude, surtout la fraude électronique. Chacun va essayer de se méfier un peu avant que les autres au fur et à mesure. Mais quand vous laissez le bac vers la fin, ça permet aux gens de mettre en place la fraude digitale, le système électronique, à inscrire les enfants sur les réseaux sociaux et à mettre en place la machinerie de la fraude. 4 mercenaires ont été tués et 2 autres arrêtés selon la police après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Le pays et la communauté internationale sont sous le choc. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur l'identité ou les motivations de ces auteurs. Suivez. Voici les abords de la présidence haïtienne. Autant de manifestations de colère ont convergé ces dernières années.
Depuis quelques heures, le quartier n'est fréquenté que par des policiers inspectant le périmètre. À quelques centaines de mètres de là, entre incrédulité et résignation, les habitants de Port-au-Prince s'interrogent. C'est tout simplement triste de vivre ici et de voir que notre président a été assassiné. Par qui? Personne ne le sait. Ils disent juste que ce sont des mercenaires. Si ce sont des mercenaires, d'où viennent-ils? Quel pays les a envoyés? Comment les armes ont été transférées ici? Comment ont-ils eu toutes ces munitions? Question pour l'heure sans réponse. Selon les autorités, ces mercenaires seraient étrangers. Ils parlent espagnol et anglais. Ils auraient eu accès à ces bâtiments ultra sécurisés en se faisant passer pour des agents américains anti-drogue. 4 d'entre eux ont été tués, 2 autres arrêtés. Tout le monde, quelles que soient les tendances politiques, tout le monde dans le pays est sous le choc, parce que personne n'avait anticipé cet acte barbare. Le gouvernement a décrété l'état de siège et déjà, Washington appelle au maintien des élections législatives et présidentielles qui étaient prévues en Haïti pour le 26 septembre. Haïti, confronté à une crise politique et à la violence, est une nouvelle fois isolée. La République dominicaine a décidé de fermer ses frontières avec ce voisin décidément si instable. Sur le continent, Jacob Zuma s'est rendu in extremis une semaine après sa condamnation pour outrage à la justice dans une affaire de corruption. L'épilogue dans long feuilleton judiciaire suivi. 23h30 mercredi soir, un convoi d'une dizaine de voitures sort de la résidence de Jacob Zuma. Massés à la porte, les partisans de l'ancien président ne comprennent pas, jusqu'à se communiquer sur Twitter. Le président Zuma a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération. Il est en route vers un établissement correctionnel. Jacob Zuma arrive à la prison d'Escourt, quelques minutes à peine avant la fin de l'ultimatum que lui avait fixé la justice. Ils nous l'ont amené, mais maintenant nous devons prendre le relais et je dois m'assurer qu'il est incarcéré en toute sécurité. Apportez ma mitrailleuse, chantait-il encore le week-end dernier. Jusqu'au bout, l'ancien président aura bravé la justice de son pays. C'est d'ailleurs parce qu'il n'a jamais répondu aux convocations de la commission anticorruption qu'un tribunal l'a condamné à ses 15 mois de prison ferme. Mais ni les menaces ni les recours de ses avocats sur sa santé ou son âge n'ont fait plier les juges. Qu'il aille en prison est mieux pour le pays, parce que cela montre à tout le monde que personne n'est au-dessus des lois. Malheureusement, il a beaucoup à répondre dans l'enquête sur les détournements de l'État. Au moins 49 milliards de rands ont été pillés dans le pays. D'autres disent que c'est encore plus. Pouvez-vous imaginer ce que le gouvernement de l'ANC aurait pu faire avec 49 milliards de rands? De nombreux Sud-Africains ont salué cette incarcération, signe selon eux d'une ère nouvelle en Afrique du Sud, où l'état de droit serait renforcé. Les avocats de Jacob Zuma, eux, refusent de s'exprimer. Ils demandent du temps pour, disent-ils, digérer la tragédie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.